Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, 5e chapitre, seconde partie. En général, parmi les putes, je choisissais les plus moches ou les plus âgées. Quand j'en apercevais une un peu boiteuse ou dotée d'un bec de lièvre, j'étais tout de suite preneur. Derrière le mur, le soleil n'était pas encore très haut à l'horizon, mais la fête continuait. Les enfants se poursuivaient dans les buissons, ils avaient retroussé leurs pantalons jusqu'à mi-cuisse. Les petites filles entraient dans l'eau froide en poussant de petits cris. Si ça avait été de grandes filles, elles auraient poussé de grands cris. Mais ce n'est pas pour autant que les murs de notre prison, impasse Bronchette, se seraient écroulés. Mais ici, on ne parlait plus que des langues mortes depuis longtemps. Et d'ailleurs, il n'y avait plus rien à dire à personne. Si je rencontrais une pute d'une 50aine d'années, j'étais le plus heureux des hommes. Et il m'arrivait alors d'avoir une érection, oui, une érection, mais oui. Et même d'éjaculer, comme tout le monde. Ça jaillissait, ça bondissait, ça dévalait les pentes, cabriole, galipette, ça jouait au jokari dans la lumière, rue Bronchette, et j'avais une marraine en Lorraine dans ces moments-là. Je feuilletais les magazines et j'étais heureux. La plus moche, je l'avais trouvée. Enfin, après tant d'années. Elle portait une robe en satin violet. On ne devait pas souvent lui demander de poser pour les hebdomadaires à la mode. Mais avec elle, j'avais envie de jouer à la manille ou à l'enturlu, à la rigueur une bonne partie de bataille éventail. En tout cas, qu'elle ne s'attende pas à ce que je sorte mon jeu de croquet du grenier où ma maman l'avait. Je n'étais pas venu pour ça. C'est 10 000, m'a-t-elle dit d'une voix un peu chantante, trop haut perchée, mais charmante finalement. J'ai plongé la main dans la poche de mon pantalon et j'en ai sorti une liasse de gros billets. Je les lui ai brandis sous le nez. Elle avait le visage violet, comme sa robe, et aussi fatiguée, tuméfiée, avec des cernes noires sous les yeux, comme on en voit à ceux qui vont mourir, et les jambes maigres, des bâtonnets recouverts d'une soie rougeâtre, des paillettes sur les paupières. Il y a bien longtemps que ça ne se faisait plus, et même, je crois bien que jamais aucune pute ne s'était flanqué ça sur les yeux, sauf les folles peut-être, les tout à fait marginales. Allez, viens chérie, je vais te donner un peu de bon temps, de la rigolade, tu vas voir, tu vas oublier d'un seul coup tous tes soucis. Moi, c'est l'ancienne école. Je l'ai suivi docilement sans dire un mot. T'as de l'argent au moins, toi, t'es pas du genre qui essaie de nous escroquer. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Je n'ai pas osé lui dire que je n'avais envie de rien, si ce n'était de m'anéantir dans un dégoût si profond de moi-même que plus jamais je ne reverrai la lumière du jour. Une bonne pipe, tu veux ? J'avale tout, tu sais. Je suis pas comme les autres, moi. Elles recrachent, et après elles se rincent la bouche. Elles font les dégoûter. Mais c'est la vie, ça, mon vieux. C'est comme ça que je reste jeune. Regarde-moi. Je n'ai pas eu le courage de la contredire, mais elle était vraiment horrible, avec ses lèvres vertes et ses paillettes aux yeux. Elle était si laide qu'on se sentait presque coupable rien qu'en portant les yeux sur elle. J'étais bien tombé. C'était exactement ce que je recherchais. Rien n'était plus avilissant que de désirer une femme comme ça, et, au fur et à mesure que cette idée faisait son chemin dans mon esprit, je me mettais à bander. 4 étages sans lumière, et au bout d'un couloir, une petite porte peinte en rose. Voilà, on est arrivé, mon minou. Elle a sorti une clé de sa poche et m'a laissé passer en souriant. Je n'avais toujours pas dit un mot, et cela avait l'air de commencer à l'inquiéter. T'es pas un grand bavard, toi, dis donc. Elle a allumé une petite lampe de chevet. La pièce était minuscule, tapissée d'un papier à fleurs criard. Il n'y avait qu'un grand lit, à moitié défait, et aussi 2 chaises, un lavabo, un bidet, un placard en métal. J'ai toujours aimé le dénuement de ces chambres, et à chaque fois j'en faisais voluptueusement l'inventaire. C'étaient des endroits tellement laids, tellement souillés, qu'on aurait pu y mourir sans regret, presque joyeusement, le sourire aux lèvres. Elle me dévisageait avec une curiosité anxieuse. « T'es normal au moins ? Tu vas pas me demander des trucs impossibles ? Parce que tu sais, faut pas croire. Mais il y a des fantaisies que je fais pas. M'enculer, tu peux. Tu verras, ça passe bien, j'ai l'habitude. Mais j'ai des limites. Si tu veux me chier dans la bouche, je marche pas, je te préviens tout de suite. Même pour 1 million. Dis donc, t'as rien dans les poches au moins ? Elle m'a fouillé minutieusement, mais elle n'a rien trouvé, ni couteau, ni revolver. Elle a paru rassurée et elle a retrouvé sa bonne humeur. « T'es pas causant, voilà, faut s'y faire. » Elle m'a souri gentiment.
Allez, viens que je te la lave. » J'ai enlevé mon pantalon et mon slip, et elle s'est mise à me laver consciencieusement la queue au savon de Marseille. « Tu vois, tu bandes déjà. Eh bien, ma foi. » Elle n'a pas eu l'air de remarquer que je n'avais pas le moindre poil sur le pubis et m'a caressé tendrement la bite. Elle faisait peut-être semblant de ne pas voir que je n'étais pas comme les autres, mais j'étais quand même un peu déçu qu'elle ne se moque pas de moi. D'ailleurs, elle était bizarre, cette fille, à la fois gentille et lointaine. Par exemple, elle ne m'avait pas demandé de payer d'avance, ce qui est assez rare, et maintenant, elle se mettait entièrement nue sans exiger de supplément. Elle semblait ignorer le chantage, cet instrument de travail des putes. Ce qu'elle aimait vraiment, peut-être, c'était faire plaisir, ou bien, comment savoir, s'avilir. « Viens sur le lit, allez Biquet, viens !» Elle m'a pris doucement par la main et m'a attiré contre elle. Elle était encore plus moche à poil qu'habillée, si c'était possible. En plus, elle n'avait qu'un sein. Une cicatrice légèrement boursouflée remplaçait le second. J'ai remarqué que les draps n'avaient pas l'air très propres. Il m'a même semblé apercevoir, par-ci par-là, des taches de foutre à peine séchées. Je lui en ai fait la remarque, sans agressivité. « Les draps sont dégueulasses, tu aurais pu les changer. » Elle m'a souri. « Je sais, mais j'aime ça. Et les clients aussi, en général. Ce n'est pas le plaisir qu'ils viennent chercher ici. Tu le sais aussi bien que moi. Mais exactement le contraire. Alors ils sont contents de ces draps gluants. Ça leur fait honte au début, surtout les jeunes, et après ils y prennent goût. Ils veulent plus autre chose. Les hommes sont bizarres, j'y peux rien, mais je les aime bien quand même. Je suis content que tu m'aies enfin adressé la parole, tu sais mon chou. J'aime bien parler, échanger des idées, savoir ce que les clients ont derrière le crâne. Oui, c'est ça que j'aime bien. Toi, t'as l'air un peu bizarre au début, mais après on s'habitue. » Je me suis allongé avec elle dans les draps légèrement humides. Elle a enroulé ses jambes maigres aux miennes. Elle dégageait une odeur épouvantable. Elle a dû se rendre compte que j'étais indisposé. « Je me lave pas souvent, tu t'en es aperçu. Ça aussi, c'est comme les draps. Certains clients aiment, la majorité. Ceux que la saleté dégoûte ne reviennent jamais. Ils ont qu'à se contenter de baiser leur femme. C'est pas pour eux que je travaille. Tu sais, j'ai une clientèle un peu spéciale, mais j'y tiens. Je la bichonne. À mon âge, il faut s'accrocher, c'est normal. Ma gueule fait fuir, alors faut bien que je me rattrape avec d'autres charmes. » J'arrivais progressivement à m'habituer aux draps humides et à la terrible odeur du corps qui était collé contre le mien. À la longue même, un certain bien-être m'envahissait. « Allez, donne-la-moi que je te la suçote un peu. Tu verras, je suis championne. Après, tu me la mettras où tu veux. » Elle était experte, en effet, une virtuose de la langue. Elle la déplaçait à une allure telle que j'avais l'impression qu'elle en avait 5 ou 6. Je lui ai demandé d'arrêter et je l'ai retournée sans ménagement sur le ventre. Elle a tout de suite compris ce que je voulais et s'est mise à gémir de plaisir. « Dis donc, lui ai-je dit en commençant à gigoter, c'est un peu large ton cul. C'est fait pour un éléphant au moins. » Elle a éclaté de rire et m'a répondu que certains de ses clients arrivaient à le remplir complètement. Je n'avais qu'à faire comme eux, me débrouiller, voilà. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas bandé comme ça. J'aurais voulu que ma maman me voie. Elle aurait peut-être changé d'avis sur la dimension de mon pénis. Et puis, devant ce spectacle répugnant, peut-être aurait-elle cessé de me casser les pieds avec la poésie de l'amour, la pureté du désir et autres balivernes. Je m'évertuais à jouir dans ce cul malodorant. La voilà la réalité. Rien à voir avec les neiges éternelles. On gesticule dans la prison, c'est tout. Les bagnards copulent, et quand c'est fini, d'autres générations prennent le relais des horribles travailleurs. À nous de jouir maintenant. Nous aussi on veut notre part de bonheur. Ainsi, le cauchemar ne s'achève jamais. La putain s'est mise à hurler. Je me demandais si elle faisait semblant pour satisfaire le client ou si elle éprouvait réellement du plaisir. Peu importait au fond. On ne se préoccupe pas des états d'âme d'une latrine. On la remplit, c'est tout. Quand j'ai éjaculé, elle m'a légèrement mordu la main. Je me suis retiré d'un seul coup. Elle a étouffé un cri de douleur et je me suis allongé sur le dos, contemplant d'un air morne ma queue gluante de merde. « C'était bon, non ?» L'épouvantail me regardait avec tendresse, en souriant. « En tout cas, moi, je peux t'assurer que ça fait longtemps que j'avais pas joui comme ça. » J'ai eu envie d'éclater de rire en pensant à la tête de ma mère si elle avait entendu cette phrase. « Bouge pas, mon chéri, je vais te la nettoyer. » Elle s'est penchée sur ma queue et a commencé à la lécher, tendrement, à petits coups de langue. J'ai eu soudain envie de foutre le camp loin, très loin,
là où l'on ne voit plus personne, où l'on ne parle plus, où l'on ne baise plus, là où l'on n'a plus envie que de s'allonger en attendant la mort face au ciel immense. Peut-être que toute cette ignominie allait se retourner comme un gant, d'un seul coup. Alors, peut-être, oui, j'apercevrais l'envers du décor. Le mur de l'impasse Bronchette s'écroulerait, et moi aussi, je participerais à la fête. De toute manière, j'étais déçu. J'étais venu pour être humilié, et j'étais tombé sur une brave fille, un peu paumée, qui m'avait trouvé épatant. Ma seule joie, c'était de me sentir souillé, répugnant. Heureusement, de ce côté-là, je n'avais pas à me plaindre. Je ne repartirais pas complètement bredouille. Je n'avais jamais fait l'amour avec un pareil repoussoir, même en rêve. Tu m'as pas dit si ça t'avait plu, chérie. Hein? C'était bien? Dis que c'était bien, même si c'est pas vrai. J'ai tellement envie de donner du bonheur, tu peux pas savoir. Elle a essuyé ses lèvres vertes du revers de la main. Elle me regardait avec des yeux enamourés. Sa candeur m'irritait. Je la lui ferais payer très cher. Sale putain de roman photo, au grand cœur bien sûr. Même dans la vie, il n'y avait rien à faire pour éviter les clichés. Sale putain chromo. Je te ferai passer le goût de la tendresse. Je te ferai redescendre sur terre. Tu peux rester un petit moment encore si tu veux. Je te demanderai pas de supplément. J'aime bien bavarder avec les clients qui me sont sympathiques après l'amour. Je lui ai dit qu'après tout, oui, je resterais bien encore un peu. Je n'avais aucune envie de rentrer chez moi. Elle m'a demandé si j'avais quelqu'un, une femme, une amie. Je lui ai répondu que je n'avais personne. J'étais seul, absolument seul. Elle m'a effleuré le front de la main. Mon pauvre chéri, moi aussi je suis seul, si tu savais. Quand j'ai trop le cafard, je vais au cinéma. On s'y fait des amis, j'aime bien. Des fois, je fais 2 séances de suite. Tu aimes ça, le cinéma, toi? Non, je n'y vais jamais. En tout cas, plus maintenant. Je suis trop fatigué. Les histoires des autres ne m'amusent plus. C'est pour les débiles, le cinéma. On y apprend juste à ne pas vivre. Tu dis n'importe quoi, mon pauvre chéri. J'ai jamais vécu autant que là. Mon personnage est sorti d'un film, oui, parfaitement, monsieur. Je faisais la pute depuis des années, et j'ai vu un film avec une pute qui mourrait à la fin, par amour, oui, avec de la musique. Comme un torrent, ça s'appelait. Et moi aussi, j'ai pensé que je pouvais être un genre de fille comme ça. Je m'amourache. Dans notre métier, sans le sentiment, on n'est rien. Je me souviens de l'actrice, Shirley MacLaine. Une drôle de bonne actrice. Elle jouait drôlement bien ma vie. On est toujours heureuse quand on se voit en cinémascope, dans des jolis coloris. On a des robes mieux que dans la vie. Et ces sentiments, alors, comme ceux qu'on a dans le cœur, dans la vie de tous les jours, mais qu'on n'ose jamais avouer. Sur l'écran, on les voit. Enfin, on vit. Car il faut bien vivre un peu, non? Même nous. Tu sais comment je m'appelle? Bérénice. Je lui ai dit d'une voix distraite. C'est un drôle de nom, ça, Bérénice. Et toi, tu t'appelles comment? Jérôme. Jérôme Beauche. Elle a hoché la tête. C'est joli aussi comme nom. Un peu bizarre comme le mien. Pourquoi on t'a appelé comme ça, Bérénice? Je sais pas, je me souviens pas. Il paraît que c'était le nom d'une princesse d'Orient. Elle s'est redressée sur un coude et m'a regardé en souriant. Elle m'a paru brusquement, l'espace d'un éclair, très jeune, presque une petite fille. Figure-toi que hier, j'ai fini un livre où l'héroïne s'appelait comme moi, Bérénice. C'est bizarre, non? Je savais pas qu'on avait écrit un livre sur moi. On aurait pu me prévenir. Remarque, c'est plutôt flatteur. Faut dire ce qui est. On aime bien des fois d'être un peu en vedette. Tu aimes les livres, toi? Non, je ne lis jamais. J'ai horreur de ça. Les romans ne sont que des ramassis de mensonges. Il y a trop de pages dans les livres, et trop de lignes dans les pages, et trop de lettres dans les lignes. Ça me donne la nausée. Eh bien moi, Jérôme, j'adore lire, surtout les romans d'amour. Aurélien, il s'appelle le livre. C'est très beau. J'ai pleuré. Il y a que ça de vrai, le sentiment. Maintenant, je me rends compte. Je l'ai encore là dans le placard. Tiens, je vais te lire le début. Si ça te plaît, je te le prêterai. Elle se levait pour aller chercher dans l'armoire métallique un vieux volume à la couverture déchirée. Puis elle s'est assise sur une petite chaise, bien sagement, comme une écolière. Tu vas voir, c'est tellement beau. Elle a commencé à lire, d'une voix appliquée, un peu annonnante. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes.
Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Elle a arrêté sa lecture et m'a regardé d'un air interrogateur. « C'est beau, non ?» Elle a essuyé furtivement une larme. Le maquillage doré fondait en même temps qu'elle, emporté sans doute par la même émotion. À la fin, tu sais, Bérénice meurt et Aurélien reste seul. Tu sais ce que ça veut dire, seul ? Personne à côté et pas une parole à échanger. Car on parle tous les jours, bien sûr. On en dit des mots, mais il n'y en a pas un qui arrive à destination. À la fin, on se fatigue. On n'a plus envie que de se taire, puisque personne vous écoute. Si un jour quelqu'un pouvait vous écouter, ça serait ça le bonheur. Oui, ça serait ça. Mais non. Remarque, ça aurait pu. Il aurait suffi d'un peu de tendresse. Mais non. On voit passer que l'ombre des anges. Quand on se rend compte, il est trop tard. On a beau faire. Au départ, on essayait de ne pas être trop ordure. On l'est devenu. C'est ça qui est triste. La vie, c'est un peu un genre de contamination. Même l'amour ne peut rien. D'autant plus qu'on n'en guérit jamais quand ça rate. On tombe un peu plus bas, c'est tout. On croit toujours qu'on va s'arrêter à la fin, mais non. Un jour, l'ombre d'un ange m'a effleuré. Et toi, tu as déjà été amoureux ? Non, je n'ai jamais été amoureux, jamais. Je ne l'ai jamais été. Tu comprends, Bérénice ? Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai d'autres chats à fouetter, moi, que de tomber amoureux. Jamais, je ne connais pas. Jamais entendu parler. Tu m'emmerdes avec tes anges. Il n'y a rien de plus obscène que les sentiments, toutes ces paroles. Que l'ombre d'un ange, un jour, s'approche de toi, alors que tu fais consciencieusement ton travail de pute, les pattes écartées, comme toutes les salopes de cette planète pourrie, les mères, les sœurs, les fiancées, baisées, bourrées, enfilées, défoncées, démolies, haletantes, toujours à essayer de prolonger en jouissant le cauchemar de la vie, comme si ça ne suffisait pas comme ça, déjà, mais non, encore, haletantes, trempées, tournées, retournées, malaxées, concassées, habillées, déshabillées, en hiver, en été, toujours dans des chambres étouffantes, gigotant, sautant, hurlant, bavant. Oh oui, que l'ombre d'un ange, par n'importe quel temps s'approche, dans le silence absolu, et décrète la fin de cette mascarade. Car la vie n'est pas douce, et elle n'est pas bonne, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire un peu partout. Pas de raisin dans la vigne, pas de figue au figuier. Les feuilles sont flétries, les eaux empoisonnées. La création est ratée, Solange le disait souvent, et les grandes villes sont des repères de chacals, maintenant. Une sale brume recouvre tout, lentement. Mais j'ai du mal à parler. Toi, du mal à parler ? On entend que toi, tu te saoules de tes propres paroles. Toi aussi, tu n'as jamais écouté personne. Tu te détestes, mais pas assez. Moi, j'ai atteint. Non, Bérénice, je voulais dire, j'ai du mal à parler, car je suis un enfant. Jamais, pas une seconde, je n'ai été un adulte. Les adultes sont des monstres. Depuis toujours, ils me font peur. Voilà pourquoi. Oh non, Jérôme, pas un enfant, pas toi, tu ne peux pas le dire. Car j'ai été amoureuse, moi, oui, et je n'en ai pas honte. Oh, bien sûr, ça remonte à loin, mais je l'ai connu, ce sentiment. Une fois et jamais après. Maintenant, je suis là que je m'étouffe. La première fois que je l'ai vu, peu importe son nom, d'ailleurs, je peux plus le dire qu'à voix basse, j'ai senti exactement la même chose qu'Aurélien quand il rencontre Bérénice. Au début, oui, je te jure, exactement. J'ai été déçu, exaspéré, mais bizarrement, avec une sorte de vision étrange, un peu trop insistante, que même la nuit je m'en souvenais, je savais pas pourquoi. Tu sais, ces choses-là, on peut pas les inventer, on s'en souvient toute sa vie, on les traîne après soi, on s'alourdit d'elles, c'est normal, mais ce que j'ai aimé surtout dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que l'auteur, il avait pensé à moi en écrivant. J'ai été tellement flatté. Remarque, je me fais pas tellement d'illusions, je suis pas bête à ce point, mais enfin. Et toi, Jérôme, et toi ? Je n'ai jamais été amoureux, Bérénice, jamais. Je croyais te l'avoir déjà dit. Et cesse de m'embêter avec ça maintenant.
Je répétais, comme pour me convaincre, « Jamais, 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 tu m'entends ?» Mais au fur et à mesure que je martelais rageusement ces 2 syllabes, je sentais l'atroce douleur se réveiller en moi, lentement, insidieusement, à la manière de ces maladies incurables que l'on croyait avoir oubliées pour quelques heures et qui vous réveillent brusquement, en pleine nuit, avec un bruit de cercueil ouvert par une main inconnue, malhabile et sacrilège. Jamais, Bérénice, je n'ai été amoureux. Je me suis mis à pleurer silencieusement et j'ai tourné la tête vers le mur pour qu'elle ne me voie pas. Les murs sont les confidents du solitaire. Eux, au moins, savent écouter. Ils ne racontent jamais leurs petites histoires. Ils sont indulgents et fidèles, blancs ou, des fois, gris, tachés par les mains des hommes, les ongles enfoncés dans le salpêtre au moment de l'asphyxie. Mais ici, des fleurs, pas très belles, pas très vivantes, avec des lumières les griffant par moments et les attirant vers le bas. Bérénice s'est levée, elle a posé son livre, puis elle est allée s'asseoir sur le lit. Je voyais ses lèvres remuer, mais je n'entendais pas le moindre son. S'échapper de la bouche monstrueuse, béante, prête à m'avaler, je me sentais sans défense, d'autant plus que la bouche s'était ouverte alors que j'étais collé contre le mur, l'embrassant furieusement avec le désir insensé de me fondre en lui. Salpêtre à mon tour, alors peut-être j'aurais pu. Les larmes n'auraient été qu'un mauvais souvenir. Je n'aurais eu que des souffrances de mur, c'est-à-dire, je serais allé vers. Je me suis arraché à la contemplation du papier peint, et lorsque je me suis retourné, Bérénice m'a attiré violemment vers elle. J'ai eu peur qu'elle ne me remette de force au travail, sinon avec la bite, du moins avec la langue, mais non. Le plaisir, c'était fini. Maintenant, c'était la tendresse. Câlin. Le sentiment. Elle a attiré ma grosse tête contre son sein unique. Elle entendait des violons sans doute, comme dans les films américains. Et moi aussi, l'émotion a fini par me gagner, et j'ai entendu la musique à mon tour. Un peu grossière peut-être, mais musique quand même. Bérénice m'a caressé doucement les cheveux, comme un enfant que sa mère essaie de faire dormir. Les ennemis s'éloignent, ils s'en vont à reculons, ils referment la porte tout doucement, ils descendent les escaliers sur la pointe des pieds, en se promettant bien de revenir la nuit prochaine avec des renforts. Mais je ne cessais pas d'avoir peur. Même quand j'étais tout petit, j'avais déjà une trouille immense. Quand il m'arrivait de surprendre mon visage dans une glace, je sursautais. Couteau dans la gorge, si vite planté, comme je vous redoutais, chair à vif, mon Dieu, chair à vif, comme à l'étal des bouchers. Et au matin, cette angoisse sur les visages défaits, émergeant lentement d'une nuit poisseuse. Le cauchemar se poursuivait en plein jour. Le ciel nous enfermait à double tour. On aurait voulu voir d'autres paysages, la nature en fête, mais on n'avait que cela, pauvre, décoloré déjà sous les yeux. On aurait voulu voir, oui, mais ce n'était pas possible. Changer les toiles peintes, ce n'était pas prévu. Une seule pièce était inscrite au répertoire. La fin était connue, les salles étaient vides depuis longtemps. Je n'arrivais pas à savoir si Bérénice me plaignait, parce que je n'avais jamais connu ce si joli sentiment, l'amour, c'est le nom qu'on lui donne dans nos régions, ou, tout simplement, parce qu'elle avait compris que je mentais. En tout cas, je ressentais un sentiment de bien-être obscur, un peu honteux. Il y avait bien longtemps que je ne m'étais pas baigné dans des eaux aussi tièdes. La nostalgie est si forte parfois. On s'empiffre de musique ancienne, comme d'autres de gâteaux à la crème chantilly. On croit aller de l'avant, mais on marche à reculons. Bérénice me disait « Un corps qu'on a aimé, on le retrouve plus. C'est ça l'horreur. Tant de musique dans l'air, et pourtant, rien. On n'a plus qu'une blessure dans la mémoire. Tu comprends, Jérôme? Tu comprends? On se perd de vue. On fait des gestes, quoi. On dit des paroles. Faut bien, non? On a des souffrances dans le corps. Car c'est dans le corps que ça se passe, pas dans l'âme. Vu que l'âme, on n'en a pas. En tout cas pas moi, malgré les sentiments. Je suis sûr que morte, je m'entendrai bien avec la terre, avec les plantes, et aussi avec les braves petits lombrics qui viendront promener sur mon cadavre. Je suis sûr qu'avec eux, il y aura moins de méchanceté qu'avec les hommes. Je le crois, Jérôme, je le crois. C'est pas la peine de prendre des airs supérieurs. Mon nom c'est Bérénice, et je suis un genre de princesse. Ma couronne est tellement lourde que des fois, je baisse la tête. Mais je continue, oui. Le lendemain n'est pas du jour qui fut hier, mais ce n'est pas une raison. Les corps qu'on a aimés, qui nous les a enlevés? Les musiciens jouent plus dans les feuillages. La couleur du ciel a changé, c'est vrai. Pourtant, je fais pas comme toi.
Je me tourne pas vers le mur. Je regrette pas d'avoir vécu. Oh non. Même la même, je recommencerai. Regarde-moi, Jérôme. Suis-je jolie? Non, mais j'ai aimé. Suis-je vivante? Non, mais j'ai aimé. Voilà. Si tu veux, je te le prêterai, ce livre. Je vais te dire, quand je mourrai, la terre me coulera dans la bouche et je me plaindrai pas. J'essaierai d'être un peu utile encore, avec les racines, les plantes, les gaz que je dégagerai, tous les phosphores et les pauvres bestioles que je nourrirai. Ça fera peut-être un peu plus de lumière. C'est ça que je voudrais, que ça fasse un peu plus de lumière pour ceux qui viendront après moi. Remarque, si j'ai droit à un peu de supplément, je dirai pas non. La vie est si fabuleuse que moi, si on m'en propose un peu plus, je refuse pas, tu parles. Vous reprendrez une tranche de gâteau, Madame Bérénice? Oh oui, s'il vous plaît, et rallumez les lumières, les ampoules colorées sur la place, entre les arbres, et aussi les orchestres. Le livre, tu me le rendras quand tu voudras, la prochaine fois que tu viendras me voir, ou plus tard, ou jamais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si je suis là, ou si j'entends pas, tu te gênes pas, tu frappes plus fort, crains pas de déranger les voisins, on paie tous le même loyer. Tu enfonces le couvercle du cercueil, chez nous, on se fiche des ruptures dans la musique. Chacun entend sa mélodie et il demande rien d'autre. Jamais on se plaint. Et pourtant, on aurait des raisons des fois. Car on n'est pas toujours dans le rire, loin de là. Il y a des moments où l'on a envie. On est comme des soldats qui réclament du rab et font un beau chahut dans le réfectoire. Mais non, c'est fini. La mort distribue les rations demandées, mais il n'y a plus beaucoup de clients. Toutes les gamelles abandonnées et le pinard lui-même a un sale goût. Plus personne pour balayer. Peut-être un adjudant fantôme, délivré de ses pauvres troupes. Il regarde dans la cour, il a bu un coup de trop et il s'en va pisser. Dans la poussière, tout à fait au centre, c'est là qu'il faut pisser, tous les chiens le savent. Bon sang, voilà que je vais me mettre à pleurer, moi, maintenant. Aragon, il s'appelle l'auteur, Louis Aragon. Pareil qu'il est coco, un membre du Parti communiste français. Merde, c'est pas rien. Important, on dit. Certains le disent ordure, mais moi je crois pas. On peut pas écrire ça si on l'est. Alors moi je m'incline. Pauvre fille. Et je dis merci, que ça me fait pleurer ce qu'il écrit pour moi, rien que pour moi. Je fais des dévotions pour ce monsieur. Et je dis pour lui, plusieurs vies, oui. Je vais te dire, Jérôme, j'aime bien les communistes. C'est des gens un peu mieux, un peu plus propres que nous. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Je dis pour eux qu'un jour la planète soit à vous, qu'on entende les orchestres. Car enfin, c'est des gens qui aiment les gens, non? Enfin, moi, c'est ce que je crois. Si j'avais pas été putain, j'aurais été communiste. C'est drôle, Jérôme, ton histoire. Tu parles pas, mais n'importe qui peut prendre la parole. Alors j'en profite, normal. C'est pas souvent que ça arrive. Un peu de propagande, c'est pas interdit. Je voudrais baiser dans des draps rouges, et que le foutre aussi soit rouge, comme quand j'ai mes règles, et que ce soit le communisme. Il a écrit d'autres livres, Aragon. Je les achèterai et je te les passerai. Oh, Jérôme, il y a en toi une grande souffrance, une grande rage. Je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Tu as peut-être fait une chose très grave, un crime, quelque chose comme ça. T'es pas comme les autres, c'est sûr. Je me trompe rarement sur ces trucs. Mais je m'en fiche. Ici, tu es tranquille. On dénonce pas. Tu risques rien. Tu pourras venir quand tu voudras. Je te demanderai jamais rien. Bérénice s'est penchée vers moi et elle a embrassé le désert de poils, tout en bas, gentiment, simplement. Elle a effleuré la peau lisse de ses lèvres vertes, la queue toute ridée. « Je veux pas t'embêter avec lui. Je dis pas son nom, je peux pas, ou alors quand je suis vraiment seul. D'ailleurs, tu t'en fous de tout ça. Et t'as bien raison. Mais il était beau. Tu peux pas savoir. La nuit, des fois, je le revois. Il s'approche de mon lit en sifflotant entre ses dents, un air qui me faisait pleurer autrefois, quand j'étais petite fille. Il arrache les draps, il se penche vers ma poitrine, et il m'embrasse là, tu vois, où il y a une cicatrice. J'ai eu le cancer du sein. C'est bête, il faut pas m'en vouloir. Ils l'ont enlevé, et puis voilà, il reste ça. C'est dur pour une pute. Encore plus que pour une autre femme, peut-être. Remarque, il y a des vicieux que ça excite. Mais ceux-là, ils sont pas tellement intéressants. Je les dépiste vite. Ils n'ont pas intérêt à revenir, car je suis capable de leur arracher les couilles d'un coup de dent. Oui, Jérôme, clac, d'un seul coup. Car la souffrance d'une femme, on n'a pas le droit. C'est con, les nichons, ça repousse jamais. Il y a qu'aux petites filles que ça vient un jour, comme ça, naturellement,
C'est beau la nature, oui, c'est beau. C'est pas truqué. C'est la nature, quoi. Et pourtant, j'en avais de ces seins, bien galbés, avec de la vie à l'intérieur, des vibrations. On les caressait et ils gonflaient, et ça s'éclairait dans mon corps. J'entendais les musiques. Je te jure que des fois, il me disait, je ne peux pas prononcer son nom, que je les avais plus beaux que Rita Hayworth. Tu parles d'un compliment, toi, à l'époque. Maintenant, mon pauvre corps me dégoûte. Il n'en sort que la mort et la pourriture, par tous les bouts. Regarde ce grain de beauté sur mon épaule, avec ces 3 poils qui en sortent et se recourbent vers la peau. Dirait-on pas une araignée? À quel moment la mort commence à s'installer en nous? Tu sais ça, toi? Dis. Jérôme, réponds, j'ai besoin de savoir. Ils ont enlevé le sein, mais pas le cancer que j'ai à l'intérieur. Et il grandit, il grandit. Je l'entends bouger, des fois, la nuit. Les pattes remuent, elle frôle mes organes, et puis des fois elle s'enfonce. Elle se recroqueville à l'intérieur. Elle perce les parois, et alors je me réveille en sueur, les cheveux collés sur le front, et je me mets à crier, mais j'entends rien, comme si j'étais déjà morte et que personne serait là. J'ai eu brusquement envie de tout avouer à Bérénice, le meurtre de M. Cloret, la joie morbide avec laquelle je lui avais cloué les pieds, la blague atroce que j'avais faite à ma maman. Elle m'aurait compris, certainement. Elle m'aurait pardonné, car il y avait beaucoup d'amour en elle. Et moi, j'aurais pu enfin accepter de payer l'addition sans rechigner. Solange, bien sûr, m'aurait sans doute conseillé de ne rien dire. Elle était si secrète, si renfermée, si sournoise. Elle proclamait que les gens ne méritent pas la vérité, mais le mensonge. Les vivants se nourrissent de mensonges. Ils se ruent vers les faux semblants avec la même joie avide que les crabes lorsqu'ils découvrent une carcasse de navire pleine de noyés. Elle m'avouait souvent en riant. J'aime à me cacher, tant pis pour ceux qui sont incapables de me trouver. Bérénice m'aurait consolé, sans phrase inutile, et peut-être m'aurait-elle indiqué un chemin à suivre, loin de toutes les idées reçues. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me suis contenté de poser mes lèvres sur la cicatrice qui remplaçait le sein gauche. « Tu as quoi, Jérôme? Pitié ?» Je lui ai dit non, Bérénice, non, je n'ai pas pitié. Je t'envie, Bérénice, au contraire. Pourquoi tu m'envies? Tu es pas un peu fou? J'ai rien d'attirant, une gueule atroce, un sein en moins, et puis la peinture sur les yeux, les paillettes, la fête sur les paupières, les lèvres vertes. Ça fait pas grand-chose au total, on peut trouver mieux. Non, Bérénice, on ne peut pas trouver mieux, on ne peut pas. Voilà que je me remettais à pleurer maintenant, moi qui avais été capable, quelques heures plus tôt, d'étrangler un pauvre type sans défense. Tu as aimé, au moins, Jérôme, ce que je t'ai lu? Tu m'as rien dit. Ça t'a fait de la peine, toi aussi, va. J'ai compris tout de suite. Je t'ai vu pleurer. Tu as eu beau te cacher, j'ai vu quand même. Il faut pas se cacher pour pleurer. Je me souviens d'un livre de Jules Verne que nous lisait papa autrefois. Il y avait cette phrase. Tu es donc un homme puisque tu pleures. Tu peux rester ici cette nuit si tu veux, Jérôme, gratis. Je te demanderai pas un sou, rien. Et puis tu sais, c'est surtout à moi que ça fait plaisir. Je suis seul tout le temps. Ils vont, ils viennent, ils partent honteusement dès qu'ils ont refermé leurs braguettes. Mais moi, je suis allongé dans mes draps sales, comme dans mon cercueil déjà. Reste, Jérôme, reste. C'est moi qui te le demande. Je lui ai dit oui, je reste, Bérénice. Bérénice, je reste, oui.